Mesdames et messieurs, distingués invités, nous allons à présent commencer cette conférence débat organisée par le magazine Renaissance africaine à travers son directeur général Freddy Mulumba. La conférence porte sur le thème « Le rapport mapping, enjeux et défis ». Voici comment va se dérouler ce débat. Il y aura d'abord le mot d'introduction par M. Freddy Mulumba. Le premier thème, paradigme et quête de sens, sera développé par le professeur Chikoji Mbumba. Je me permets quand même de le présenter rapidement pour que vous puissiez avoir l'idée sur lui. Il est docteur en philosophie, professeur des universités, chercheur, écrivain et auteur de plusieurs ouvrages. Il est membre de l'Institut d'éthique appliquée, Université Laval. Il est aussi spécialiste sur les questions des politiques africaines. Il est là en lunettes. Le deuxième thème sera développé, sous-thème sera développé par Madame Makombo, les dessous des cartes. Elle va nous expliquer comment les choses se passent au niveau des Nations Unies. Madame Angèle Makombo est une femme politique, ancienne fonctionnaire des Nations Unies pendant plus de 20 ans et aujourd'hui, elle est membre du Conseil économique et social. Le troisième sous-thème, justice transitionnelle ou justice pénale internationale. Ce sous-thème sera développé par Maître Chiswaka Masoka Hubert. Il est donc avocat, directeur général de l'Institut de recherche en droits humains à Lubumbashi. Vous avez là l'idée de tous les intervenants de ce jour. Après leurs interventions, il y aura un débat sur tous ces sous-thèmes qu'ils auront à développer pendant cette conférence débat. J'invite à présent M. Freddy Mulumba Kabouaï pour le mot de bienvenue. Je pense que je commencerai par un proverbe Kinyarwanda, donc rwandais. J'avais suivi une intellectuelle rwandaise, je pense qu'elle vit au Canada. Elle a dit ceci, en Kinyarwanda, mais j'ai traduit en français. La vérité peut traverser le feu sans se brûler. Et pourquoi elle a parlé ainsi? C'est parce qu'il y avait un débat sur le mapping, rapport mapping. On expliquait, elle expliquait que c'était beaucoup plus Kagame, Paul Kagame, qui était présenté comme criminel. Mais on oublie toujours derrière Paul Kagame toutes les puissances et toutes les entreprises qui l'ont poussé à aller à faire la guerre, qui l'ont utilisé. Donc, elle attend à travers le rapport mapping que la vérité soit faite, soit dite pour toute l'Afrique. Et généralement, selon la dame, on utilise les Africains, pas les Occidentaux, et quand ils ne servent plus à rien, on les jette. Donc cette fois-ci, qu'on tire les leçons. Mais il y a une question qui se pose aujourd'hui. Pourquoi, 10 ans après, on ressort les rapports mapping? C'est ça la question de fond.
Voilà pourquoi on a invité nos amis pour qu'on en parle. Et de notre côté, on compare ce rapport mapping avec les rapports Casamance. Casamance, c'est le consul britannique au Congo. Il avait fait un rapport, livre blanc, White Book, en 1904, sur les tueries, les massacres, les génocides congolais, de Léopold II contre le Congo. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que pendant cette période, quand on a condamné Léopold II, il n'y a pas eu de procès. C'était derrière Léopold II, le capitalisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec le développement de l'automobile, on avait besoin de caoutchouc. Et ce caoutchouc, malheureusement naturel, se trouve au Congo. On l'a utilisé il y avait une forte demande sur le plan international. Léopold, avec son système, a exploité le Congolais. Je pense qu'il y a quand même un grand livre écrit par un Américain, l'Holocauste oublié, d'Adam Rothschild, qui explique un peu les fantômes de Léopold II. Mais il n'y a pas eu procès. On a condamné Léopold II, on a décidé de prendre l'État indépendant du Congo et l'annexer à la Belgique. L'État indépendant du Congo est devenu Congo indépendant, Congo belge, en 1908. La crainte, en rappelant l'histoire, c'est qu'on tombe dans le même piège. Avec les rapports mapping. Une question, pourquoi pendant toute cette période, on ne l'a pas fait sortir pour qu'on puisse condamner les gens? Et vous rappelez les débats aux Nations Unies avec Mme Susan Rice, quand on a mené tous les rapports des Nations Unies, des experts des Nations Unies sur le Congo, en 2012, personne ne voulait en parler. En 2013, à l'ONU, c'était un silence. C'était sous la pression américaine à travers laquelle il y avait Mme Susan Rice, qui était conseillère, qui était aux Nations Unies. Je disais, la crainte, c'est de voir que ces rapports tombent encore dans les oubliettes. Donc il faut voir tous les enjeux qui se couchent derrière. Je pense que M. Tchisoaka va parler de transition, donc de transitionnelle ou bien internationale. Il va bien vous expliquer. Donc il faut qu'on fasse attention. Ici, nous faisons un débat intellectuel. Nous ne sommes pas des politiciens. Et je demande à tout celui qui veut intervenir ait la liberté de la parole. Parce que la difficulté chez nous, les gens ne réfléchissent plus. Tout le monde attend qu'il y ait un petit poste pour manger et boire. Parce que ce qui s'est passé, ce sont des grandes imitations du capitalisme. Si le Congo n'est pas stable, si le Congo n'est pas stable, l'Afrique ne sera pas stable. Donc, il faut aller au-delà des individus. Deuxième sujet, on avait prévu qu'il y ait quelqu'un qui doit parler de l'affaire Banyamulenge. Je pense que c'est l'actualité. Au lieu de laisser les politiciens en train de se chamailler, il faut qu'il y ait des gens qui doivent montrer la voie. J'avais fait appel à quelqu'un qui était passé à la télévision, Dr Ilonga, pour qu'il vienne expliquer un peu la dimension historique. Parce que c'était lui qui avait signé les décrets quand RCD avait occupé Minembwe pour la création des territoires. Il fallait que je vous explique dans quelles conditions ça s'est passé, mais curieusement, vous comprenez, il y a pression. Donc, je vais essayer de vous parler des cas de Minembwe, mais je préfère que vous interveniez aussi, parce que ce qui est intéressant ici, c'est l'échange. J'ai essayé de prendre quelques ouvrages. Il y a un frère rwandais qui est à Kinshasa, qui a publié un livre à Kigali. Les crises des Grands Lacs et la question Tutsi. Réflexion sur l'idéologie du génocide dans la sous-région. Il y a Bioya, qui est décédé, un ami avec qui on a commencé à faire le combat contre la banganisation. Lui, il a publié La géopolitique de l'instabilité dans la région des Grands Lacs. Réflexion sur les réfugiés, ces acteurs, auteurs d'imitation géopolitique. Il y a mon père Rigobert Minani,
qui a publié du pacte de stabilité Nairobi à l'acte d'engagement de Goma, enjeux et défis du processus de paix en RDC. Mais ce qui concerne Minembwe, j'ai eu 2 rapports. Le premier s'écrit par comment appeler ici, Institut de la vallée du Rift, projet à Salama en 2013. Les Banyamulenge, insurrection et inclusion dans les montagnes du Sud Kivu. Ça y est sur Internet. Donc si je vous amène ça, il faut aller les lire, c'est important. Il y a un deuxième, toujours en 2013, sur exploitation minière artisanale dans la réserve naturelle d'Itombwe, République démocratique du Congo, rapport WWF, juin 2013. Donc si j'ai amené ces documents, c'est pour dire qu'il faut aller au-delà des discussions des politiciens. L'enjeu est géopolitique, l'enjeu est économique. Ce sont des grandes limitations, il faut que les gens comprennent. Nous sommes au tournant de l'histoire. 5 siècles après l'Occident, l'autre puissance émerge. Et l'Occident, avec les multinationales, veut s'approcher. Et ils essayent de instrumentaliser les réfugiés. Rappelez-vous, c'est ce que le prof Bioya a démontré. Dans la région des Grands Lacs, pour comprendre un peu l'instrumentalisation des réfugiés rwandais. Je n'aime pas les noms Tutsi ou tout parce que généralement ce sont des instruments que les autres utilisent pour diviser l'Afrique. Je préfère parler des réfugiés rwandais. Il y a eu la guerre de Museveni. Et Museveni a été soutenu par la Tanzanie. Il a fait la guerre avec des réfugiés rwandais qui étaient chassés du Rwanda vers les années 59. Quand la réalité du Rwanda a été chassée par la révolution entre guillemets des Hutus, avec la complicité des Occidentaux. Ils ont été éparpillés à travers la sous-région. C'est à partir de la Tanzanie qu'on les a armés pour chasser, avec Museveni, pour chasser le président, je pense, Idi Amin Dada. Et de là, on les a armés pour chasser Abiyarimana, et d'Abiyarimana, on est au Congo. En fait, qu'est-ce qui se passe? On est en train de reconfigurer la géopolitique de la sous-région. Enlevez vos sentiments. Les enjeux sont tellement importants, les Africains, surtout les Africains noirs, ne comprennent pas. Et nos intellectuels qui étaient à l'école des Blancs sont fourvoyés. Donc il faut éclairer l'opinion, éclairer l'Africain, pour que ce qui se passe ici, au Congo aujourd'hui, c'est la survie de l'Afrique. Donc, on a instrumentalisé les réfugiés rwandais par les multinationales. Et la guerre de l'AFDEL, en ce qui nous concerne, c'est parti de l'Amérique, avec les amis de Bill Clinton. Vous comprendrez comment Bill Clinton a été beaucoup proche de Kagame. Pas un fait de hasard, derrière, il y a ce qu'on appelle des globalistes, mondialistes. Il y avait en Amérique, ça c'est Marina Ottaway, qui est une penseure américaine, qui estimait qu'il faut que l'Afrique renaisse. Il faut de nouvelles élites africaines qui doivent gérer, parmi lesquelles on avait Kagame, Museveni, celui de quel pays, Érythrée et Éthiopie. On les a soutenus tous pour remplacer tous les dictateurs. Mais ils ne les faisaient pas pour nous, Africains. Ils les faisaient pour les intérêts occidentaux, les intérêts américains. Les élites ont accepté de jouer le jeu jusqu'à ce qu'on a chassé Mobutu. Maintenant, la difficulté, c'est quoi? C'est de voir les mêmes personnes qui ont soutenu, qui mettent les Africains en conflit, sont les mêmes qui amènent des solutions. Et voilà, quand à Kinshasa, les gens se chamaillent, vous avez des ONG qui sont sur place, à Minembwe, qui font de tels rapports. Ils ne les font pas pour nous. Ils le font pour leurs propres intérêts. La différence entre nous et les autres civilisations, les autres font des projections, 5-10 ans. Nous, on se contente seulement d'avoir une voiture, une maison. On pense que la vie se résume à ça. Pourquoi je parle, je ne voudrais pas entrer dans les questions un peu inutiles en disant les Banyamulenge ne sont pas congolais.
il n'y a pas de débat là-bas. Les Banyamulenge ont été reconnus à travers la Constitution, qui sont congolais. Ce n'est pas ça le débat. Le débat ici est géopolitique. Comment expliquer que Minembwe soit 2 fois plus grand que le Rwanda? Comment expliquer Minembwe soit là où il y a des richesses, l'or, les diamants, cassitérites, les coltans? Donc ce ne sont pas des choses qui sont faites au hasard. Et ça me pousse à faire une petite comparaison pour qu'on soit très prudent et qu'on voit beaucoup plus des enjeux géopolitiques et non ethniques. Je vois des gens passer à la télévision, nous sommes des Banyamulenge, des Tutsis, on veut nous tuer, et il faut nous protéger. C'est un faux discours. Je pense que le peuple, j'étais au Burundi un jour, j'ai vu la population, ce qu'on dit entre parenthèses, parce que maintenant tous les Tutsis sont devenus Banyamulenge. Ce n'est pas vrai. Donc j'ai trouvé des gens en Tanzanie, pardon, au Burundi, sous la pluie, alors que M. Robert était ici, il faisait du bruit. Maintenant, ça devient un instrument pour les hommes politiques, ceux qui veulent accéder au pouvoir, de l'utiliser. Les populations ne connaissent rien du tout. Les populations ont besoin de la paix pour entrer et vivre correctement. Je reviens pour montrer un peu la main de l'extérieur. En 2011, il y a eu la guerre de M23. Quand M23 a attaqué notre pays, ils ont pris Goma. Et à Goma, nos militaires, les FARDC et la MONUSCO, tous ont fui. Ils sont partis à Bukavu. Et au même moment, il y a eu des négociations. D'abord, à Addis Abeba, il fallait maintenant qu'on suive les problèmes au niveau de négociations en Ouganda. Imaginez-vous, M23 qui était soutenu par le Rwanda et l'Ouganda, se retrouve avec notre gouvernement en Ouganda. Et je me rappelle, l'actuel conseiller du président Tshisekedi, Mwamba Tshishimbi, il était à la tête des mécanismes pour le suivi des accords de Addis Abeba. Il a fait une déclaration au Okapi, s'il vous plaît. J'étais directeur général au potentiel. M23 avait fait un projet pour prendre pendant 5 ans, à partir d'Ituri jusqu'au sud de Kivu, parce qu'il occupait déjà. Et Madame Mary Robinson, qui était envoyée spéciale des Nations Unies, demanda à ce que les Congolais acceptent. Et Mwamba Tshishimbi passe à la télévision pour dire très clairement, on peut négocier même pendant 10 ans, on ne va pas céder même un morceau de terre. C'est pour voir que derrière toutes ces guerres, ce ne sont pas des Rwandais, ce ne sont pas des Ougandais, ce sont des multinationales, des globalistes mondialistes qui veulent à ce qu'ils contrôlent l'Est. Vous voyez un peu l'Est, c'est le coffre-fort du Congo. Là, il y a toutes les matières. Et Dieu a fait ce que, c'est ça peut-être le malheur qu'on a. On a connu la guerre, le génocide avec les caoutchoucs rouges. C'était la révolution industrielle. Maintenant, nous sommes entrés dans une révolution numérique, couplée de la transition énergétique. Hier, c'était les caoutchoucs. On avait besoin pour les roues. Aujourd'hui, c'est le coltan et le cobalt. On a besoin pour la révolution numérique. Donc, nous sommes au cœur des enjeux géopolitiques. C'est ce qui se passe actuellement. Nous sommes au cœur des enjeux politiques. Et actuellement, il y a deux grandes forces. Vous avez la Chine, d'un côté, et l'Amérique. Et on parle déjà d'une nouvelle guerre froide. Là où vous avez des élites lucides s'interroger dans le passé. On a connu une guerre froide entre l'Union soviétique et l'Amérique ou bien l'Occident. On a été payé en monnaie de singe. On a armé les Rwandais et l'Ouganda pour nous faire la guerre. On nous a occupés. Aujourd'hui, l'Amérique revient, la Chine revient sur la place internationale. On va faire comment? C'est tirer les leçons de l'histoire. Ça signifie qu'il faut qu'il y ait un débat de fond, un débat de qualité, des gens intelligents, des gens lucides. Voilà l'importance de l'intellectuel. Les politiques peuvent négocier, mais il faut que les intellectuels se prennent en charge et orientent et les politiques et le peuple. Je vous dis que ce qui va se passer. Donc, le compteur est à zéro.
l'Occident est fini comme puissance, comme civilisation globale. Il y a d'autres civilisations qui émergent. Il n'y a que l'Afrique qui est derrière. J'ai eu la chance de fréquenter beaucoup plus de médias francophones. Je suis presque chaque soir à partir de 20h, non, de 18h, non, 19h30, l'heure de Kinshasa. Je vois la télévision rwandaise, burundaise, camerounaise, guinéenne, laquelle encore sénégalaise, ivoirienne. Mais ça fait pleurer. Il faut voir les débats. On est ailleurs. Mais quand vous voyez France 24, vous voyez un peu la 5, France 5, regardez les genres de débats qui sont là. Pourquoi nous, Africains, Noirs en particulier, parce que les Noirs sont autre chose, pourquoi nous sommes... pourquoi ce silence? Alors qu'on a étudié avec ces gens, mêmes études, quand vous venez ici, vous pouvez dire non, j'ai mis le diplôme de docteur. Mais on est où? Donc si nous faisons ces conférences, c'est pour qu'il y ait un réveil, je dirais, intellectuel. Si nous faisons ces conférences, c'est pour qu'on comprenne l'Afrique doit construire d'autres paradigmes, les paradigmes de la Renaissance africaine. Voilà pourquoi il ne faut pas entrer dans des petits conflits rwandais, congolais, ougandais, pour construire de nouveaux paradigmes, pour que demain, l'Afrique, l'Afrique noire, commence à peser. Donc nous ne les faisons pas pour chercher des postes, nous les faisons pour orienter notre peuple et que les élites qui sont au pouvoir comprennent. Nous sommes dans un bateau d'imitation sans précédent. On a été vaincus par l'Europe. On n'a tiré aucune leçon. Et aujourd'hui, toutes les civilisations commencent à s'organiser, sauf nous. Donc, concernant la question de Banyamulenge, je préfère beaucoup plus qu'on parle des enjeux géopolitiques. Il ne faut pas nous laisser distraire dans les discours qui est congolais, qui ne l'est pas. Je vous remercie. Merci. Nous allons à présent inviter le professeur Chiko Jimbumba qui va nous parler de paradigme et quête de sens. Après son intervention, ça sera Madame Makombo, les dessous de cartes, et puis Maître Chiswaka Masoka Hubert, justice transitionnelle ou justice pénale internationale. Je remercie M. Frédéric Mulumba qui a l'habitude de m'inviter ces derniers temps. Et il m'a proposé de participer à cette conférence débat avec le thème que j'intitule le rapport mapping, paradigme avec S et quête de sens. Mes chers amis, à la lecture de ce rapport, on peut avoir deux attitudes. La première, on se rend compte de tout ce qui a été fait ou de toutes les grandes violations graves sur le peuple congolais et aussi sur les Rwandais, de Hutus dont on parle. La deuxième attitude, c'est que c'est la révolte tout de suite. On peut se révolter en suivant tout cela. Ma petite communication consiste à répondre à quelques questions de sens. Je me pose quelques questions. Comment un être humain est-il arrivé à commettre de pareils crimes? Comment notre humanité a-t-elle laissé faire et comment a-t-elle permis que les hommes politiques, au nom de leurs intérêts égoïstes, détruisent l'être humain? Et comment l'être humain est-il devenu un animal sauvage au point de se rendre aveugle devant les souffrances et devant la mort
atroce des autres êtres humains. Pour répondre à cette série de questions, je voudrais planter au cœur de ma réflexion quelques paradigmes essentiels avant de rechercher le sens que je peux donner aux morts ou bien aux souffrances de nos compatriotes congolais. Donc mon premier point sera intitulé « Les paradigmes essentiels ». Je vais les résumer puisque M. Moulumba ne veut pas comprendre beaucoup de temps. Donc, le premier paradigme, c'est l'humanité comme pluralité. Et ici, je me dis, nous sommes définis par la pluralité et en même temps par l'unité. Donc, c'est la pluralité des êtres humains et l'unité de ces mêmes êtres humains qui constituent ce que nous appelons l'essence de l'humanité. Il n'y a pas d'humanité s'il n'y a pas cette pluralité ou cette unité. Et donc, c'est cette double réalité qui a conduit à la révolte de beaucoup de gens qui pensent qu'à ce moment-ci, cette pluralité a été violée justement par rapport à tout ce qui s'est passé dans notre pays. Le deuxième paradigme, c'est le paradigme de la dignité. Il y a dans tout homme, donc homme majuscule, c'est-à-dire homme et femme, quelque chose de spécifique, quelque chose qui lui est totalement propre et quelque chose qui lui vaut tout le respect. Ce quelque chose de spécifique, c'est ce que nous appelons la dignité. Et cette dignité, c'est une capacité à faire sens. C'est une capacité de progrès et de réalisation. Donc, c'est ce qui est en l'homme, quelque chose qui exige absolument un respect. Et c'est quelque chose, précisément, ne peut pas être réduit à ses conditions de vie. Donc, ce qui échappe au déterminisme, parce que renvoyant à sa faculté de dépasser, de conférer un sens à son existence et de se donner un projet. Cette dignité n'est liée à aucune conditionnalité, aucun mode de vie particulier, à aucune idéologie ou religion, encore moins à une race, une ethnie. La dignité de l'homme est de l'ordre du sublime, c'est-à-dire une valeur ultime et donc irréductible à une quelconque position. Donc, pareille dignité implique une forme de solidarité positive de l'humanité. Et donc, je me dis, précisément, le rapport mapping fait partie intégrante de ceux qui ont intervenu dans la souffrance et la mort des milliers de personnes en République démocratique du Congo. Donc ce rapport révèle justement cette grande violation de ce qui est propre à l'homme, ce que nous avons appelé la dignité humaine. Un troisième paradigme, c'est la compassion et la proximité. Lorsque nous rapprochons l'humanité comme compassion, nous pouvons dire que la compassion est l'autre nom de l'amour, l'autre nom de la charité. Donc, le prochain a été aussi évoqué par Jésus lui-même. Donc, Jésus dit, on pose la question du bon samaritain. Et Jésus demande qui s'est fait le prochain de l'homme tombé à terre. Et il répond bien à la question de savoir qui est mon prochain
mais en la renversant. Donc, le prochain ici, vous allez vous rendre compte, vous qui êtes des spécialistes de la Bible, que le prochain n'est pas qualifié. Ce n'est pas un juif, ni un samaritain, ce n'est pas un prêtre, ni un marchand, ce n'est pas un riche, moins encore un pauvre. On ne connaît ni sa communauté, ni sa confession, ni sa race. On ne sait même pas sa parenté, et même pas sa langue. Curieux, hein? C'est curieux, on ne connaissait pas la langue de ce prochain. Mais ce n'est pas non plus une catégorie d'être abstrait. Il s'agit de cet être humain tombé à terre, un être concret, en chair et en os, présent dans une humanité qui est incarnée dans sa personne comme telle. Donc, c'est cette personne qui est tombée à terre dans le sol aride de la misère, du mépris du droit à la vie et du droit international humanitaire, du manque de respect de sa dignité et dépourvu de tous ses droits. C'est ce prochain-là qui est tombé à terre. C'est ici qu'on peut saisir l'âme même du rapport mapping. C'est ici qui pose la question de l'agapé, une question qui interpelle la conscience de l'humanité. Et devant ce rapport, chacun de nous se sent le prochain de l'homme tombé à terre, qui souffre et qui gémit. Nous sommes des prochains des compatriotes qui ont connu des morts violentes, des milliers de femmes et d'enfants qui ont été violentés dans leur chair et dans leur âme. Pareille situation exige ma compassion et ma proximité. Donc ma spontanéité bienveillante devra être de mise. Nous ne pouvons pas sauver ce peuple avec des discours. Et nous ne pouvons pas les sauver avec des prédications religieuses, comme j'entends, dont il faut prier, Dieu viendra aider le Congo, tout cela. Donc, je voudrais dire qu'il s'agit ici d'un engagement réel de l'humanité et d'un engagement de notre responsabilité, et nous devons sentir comme proximité, comme présence amoureuse et bienveillante. Je voulais terminer ce paradigme en disant, si nous ne sentons pas la souffrance de nos compatriotes qui ont connu une mort cruelle et de ceux qui continuent d'être violentés aujourd'hui à l'est du pays, nous ne pouvons jamais comprendre notre responsabilité. Je voudrais dire que les souffrances de notre peuple à l'est du pays nous appellent à la responsabilité. Le rapport mapping nous requiert et nous rend capables de responsabilité. Cette responsabilité nous impose à prendre compte de nos victimes qui sont encore en vie aujourd'hui. Parce qu'il y en a beaucoup. Comme le dit le philosophe Lévinas, Emmanuel Lévinas, il dit, c'est précisément dans ce rappel de ma responsabilité par le visage de l'autre. C'est dans cette mise en question qu'autrui est mon prochain. C'est donc, à mon avis, du compatriote qui est encore aujourd'hui violenté que je tire toute ma responsabilité en tant qu'intellectuel et toute ma détermination en tant que Congolais à intenter un procès, à faire appel à la justice aussi bien de mon pays que de la communauté mondiale. Ma responsabilité partagée m'invite justement au respect de la personne humaine. Et là, je passe à un autre paradigme qu'on appelle le respect dû à la personne. Ici, je dois dire que le respect signifie quoi? Le respect signifie pour un philosophe que je suis que de ne jamais consentir à traiter l'autre comme une chose.
et l'autre comme personne requiert mon respect, requiert ma révérence et ma bienveillante agissante. Ne jamais consentir à traiter la personne d'autrui comme un moyen dont on peut se servir pour s'enrichir. C'est ce que nous vivons dans notre pays. Beaucoup de seigneurs de guerre qui sont encore ici dans ce pays ont utilisé nos compatriotes justement pour s'enrichir. Ce sont des marchands de l'argent, ce sont des marchands des matières naturelles. Donc, je voudrais dire que le respect de la personne humaine implique aussi la sympathie qu'on peut avoir et le respect de la sympathie implique mon engagement, l'engagement de chacun de nous qu'on peut avoir aujourd'hui vis-à-vis de nos compatriotes qui souffrent. Et donc, le respect et la sympathie sont visibles dans l'interpellation du rapport Mapping, donc qui exige la vérité et la justice pour les victimes. M. Moulmo vient de dire que 10 ans de souffrance, 10 ans et plusieurs années en fait, mais 10 ans de ce rapport n'a jamais été appliqué, et même les souffrances de ceux d'aujourd'hui. Pareille interpellation nous invite justement à comprendre les autres paradigmes, comme le paradigme du droit universel, le paradigme du crime contre l'humanité et le paradigme du crime du génocide. Donc je vais maintenant passer au paradigme du droit universel. Donc le rapport Mapping relève effectivement la question fondamentale du droit universel. Je vous épargne toutes les dates, tous les traités qui ont été faits de 1215 ou de 1679, j'espère que vous les connaissez, ou de 1789, qui affichent les droits de l'homme au singulier, énumérés à l'article 2, liberté, propriété, sécurité et résistance à l'oppression. Mais elle s'ouvre sur un pluriel célèbre. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Donc c'est plus tard, précisément, avec la Seconde Guerre mondiale et la découverte des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, qui est affirmée avec la Déclaration universelle de 1948, la reconnaissance de la dignité inhérente à la personne, à tous les membres de la famille humaine et ses corollaires. Donc, je voudrais dire ici que l'humanité est ici consacrée sous une double inscription. La première, elle est positive, il s'agit justement de la famille humaine. Ça, c'est positif. Et l'inscription négative, on parle justement des interdits. Donc, les interdits qui sont là, les traitements inhumains par exemple, l'interdiction à traiter quelqu'un de manière inhumaine. Et donc, ces interdits, je peux les citer ici. Il y a les interdits de la torture, des traitements inhumains ou des traitements dégradants et de l'utilisation d'esclavage, par exemple. Les interdits d'imposer à une personne, sans son consentement, une expérience scientifique ou médicale, les interdits de donner la mort à une autre personne, les interdits à offusquer les libertés des paroles des autres, etc. Il y en a beaucoup. Donc, pareille compréhension de l'humanité sous cette double inscription nous pose et nous impose donc le droit universel comme un acquis irréversible d'une humanité rebelle à l'emprise totalitaire, à l'accaparement de l'universel par un individu. La caractéristique de ce droit universel, c'est sa formalité qui fonde sa prétention à l'universel.
sa validité doit être imposée au-delà de toute contingence. Et donc, faire appel au droit universel, c'est en fait chercher à privilégier l'universel aux dépens de toute particularité. C'est n'avoir à tenir compte d'aucune raison fondée dans une position empirique dictatoriale ou autoritaire d'un individu ou d'un régime. Bref, à ce niveau, le droit universel se ramène justement au fondement des droits de l'homme, mais sans se confondre avec les crimes contre l'humanité et le crime du génocide. Et qu'est-ce qu'on peut entendre par les crimes contre l'humanité? Donc il y a eu déjà dans l'histoire, nous avons un juriste qui peut clarifier ça, les difficultés de donner une définition unique de ce qu'on entend par le crime contre l'humanité. Donc, les scientifiques ou les juristes se sont contentés justement de les énumérer. Ainsi, les crimes contre l'humanité sont l'assassinat ou le meurtre, l'extermination, les massacres à grande échelle, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte commis contre toute population civile ou et causant par exemple des grandes souffrances, des atteintes graves à l'intégrité physique ayant eu lieu pendant la guerre ou après la guerre. Donc, voilà ce qu'on peut entendre par ça. Mais pour notre part, ce qui fait le crime contre l'humanité, c'est l'identité de la victime. Donc, l'identité de la victime impose la compréhension du crime contre l'humanité. C'est justement donc à cet exercice d'identification aussi bien des victimes que des groupes de criminels que s'est décidément attelé le rapport Mapping. Le crime de guerre. Le crime de guerre répond de toutes les violations intentionnelles et graves du droit international humanitaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle le crime de guerre. Le rapport Mapping n'hésite pas, vous allez vous rendre compte quand vous allez le lire, peut-être que vous avez déjà lu ça, que n'hésite pas à qualifier les graves incidents dûment prouvés comme constituant des actes prohibés qualifiés comme tels par des conventions de Genève que je n'ai pas pu expliquer, puis ça prendrait beaucoup de temps. Il s'agit notamment de meurtres à grande échelle perpétrés sur les populations civiles, des viols massifs de femmes et de jeunes filles, les poursuites des réfugiés ou encore des personnes civiles vivant dans des camps de réfugiés en République démocratique du Congo. Quand vous allez le lire, vous allez le constater. Pour nous, donc pour moi, je me dis que ces attaques se soient roulées dans le cadre des conflits armés, internationaux ou nationaux, on ne peut pas nous empêcher de qualifier de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité tous les actes commis par les armées étrangères et des rébellions congolaises sur notre territoire. Car leur ampleur, ou plutôt leur extension, donne lieu à ce que l'on peut dès lors nommer crime du génocide. Et je passe à ce qu'on entend par le crime du génocide. Le rapport Mapping le dit clairement, il se réfère à l'article 6 du statut de Rome qui a dû instituer la CPI, donc il définit le crime de guerre comme l'un quelconque des actes si après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Alors, bien qu'une réponse fiable n'eût pas été donnée, le rapport Mapping ne nous semble pas avoir été loin de la qualification de tous les actes de violation graves du droit international humanitaire et de violences atroces commis sur les réfugiés Hutus venus du Rwanda.
on peut aussi parler des crimes de génocide, des massacres graves qui ont été perpétrés sur le peuple congolais à l'est du Congo. Que les raisons soient avancées comme telles, qu'on dise que voilà, ils se traitent traitant les uns et les autres comme des responsables du génocide de 1984 au Rwanda, ou encore mieux que ces atrocités soient commises sur les populations congolaises de l'Est, du Nord ou du centre de la République, le crime du génocide est avéré comme tel et exige qu'on y trouve un véritable sens. Et je voudrais passer maintenant à une recherche de sens. Je veux savoir quel est le sens que les Congolais peuvent donner à leurs compatriotes, aux souffrances de leur peuple. Et donc je me dis, le rapport mapping certainement s'est refusé justement d'établir les responsabilités individuelles des uns et des autres. Néanmoins, le rapport s'est efforcé de rechercher la vérité en identifiant les auteurs des atrocités, les armées étrangères, les groupes rebelles congolais, les forces du gouvernement congolais, du régime passé, ce n'est pas de ce régime, et les groupes de violeurs impénitents des droits et du droit international humanitaire et le rôle de l'exploitation des ressources naturelles. L'objectif ici du projet Mapping n'était pas d'établir ce que j'explicite de responsabilité individuelle ni à jeter le blâme. Au contraire, le rapport se veut un premier pas après un violent conflit vers un processus de vérité, parfois douloureux, mais nécessaire. Et invite la société congolaise d'aujourd'hui à concevoir de nouvelles voies pour composer avec son passé et pour lutter contre l'impunité notoire et pour faire face aux enjeux et défis présents afin que ce qui est arrivé n'arrive plus dans notre pays. Alors, quel est ce processus de vérité? Le processus de vérité stigmatise d'abord ce que nous avons appelé les maîtres systèmes avec l'économie des guerres. Il y a quelqu'un qui a parlé ici, il a dit que les maîtres systèmes pour lui sont des globalistes occidentaux avec leur transnationales, ce qu'on appelle en d'autres termes les multinationales. Donc ces gens avaient comme objectif le contrôle des ressources naturelles du Congo. C'est pourquoi ils ont fait la guerre et ils ont proposé par exemple le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, ou les Congolais de service qui sont dans notre pays pour pouvoir agir par procuration. Et donc je dirais qu'il est bien clair que ce sont ces maîtres systèmes ou ces globalistes, comme quelqu'un les appelle, qui jusqu'à ce jour s'opposaient ou s'opposent encore à l'application des résolutions et propositions données par le rapport Mapping. Mais ce sont aussi ceux qu'il faut mettre en accusation. Et à ce moment-là, nous évoquons ici le tribunal international pour la République démocratique du Congo pour avoir violé les principes de respect de la dignité humaine. Nous pouvons également parler du Rwanda avec certains prétextes que le Rwanda avait avancés à l'époque, mais qui l'a amené justement à faire des massacres, à commettre des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre ou encore des génocides dans notre pays. Donc il ne faut pas se voiler la face. Il y a beaucoup d'arguments que je peux donner qui peuvent prouver noir sur blanc que le Rwanda a participé au génocide en République démocratique du Congo, d'abord dans les camps des réfugiés et ensuite dans le camp dans la population congolaise. Donc il y a des prétextes, par exemple le prétexte territorial où il veut avoir un espace vital dans notre pays. Il y a le prétexte politique où le Rwanda, dès que la colonisation belge avait emmené des réfugiés ici chez nous, leur avait interdit de ne pas s'mêler dans la politique du Congo. Malheureusement, ils ont pris du temps à se mêler dans la politique. Il y a aussi le prétexte sécuritaire du pouvoir de Kigali qui
disait qu'il ne faut pas que le pouvoir puisse être torpillé par les Hutus qui étaient chez nous depuis 1994, qui avaient traversé. Donc, ce sont ces prétextes-là. Donc, je dois dire que il faut ici qu'on établisse la justice et le droit et faire le sens pour des dizaines de milliers de citoyens congolais, de réfugiés rwandais, qui me semble être essentiel et indispensable s'il faut parler en termes de paix, puisqu'il ne peut pas y avoir de paix dans la province, dans la région des Grands Lacs, si la justice n'est pas faite, n'est pas rendue. Donc il n'y a pas de paix sans justice. Il faut d'abord précéder toute paix par la justice. C'est le sens même de ce qu'on dit aujourd'hui, qu'il faut établir le tribunal international pour la RDC, pour faire justice à ça. Le juriste Maître Tshiswaka va pouvoir expliquer ici. Il y a aussi ce qu'on appelle les Congolais de service et qui ont amené ce que j'ai appelé aussi la crise de la représentation. Ces Congolais de service sont des seigneurs de guerre qui ont servi le Rwanda, qui ont servi le maître système à détruire notre humanité, à détruire nos peuples, à détruire nos richesses, à piller systématiquement tout ce que nous avons comme richesse à l'est du pays. Et ces seigneurs de guerre sont encore parmi nous, dans nos institutions. Donc ce sont ces gens-là qu'il faudra fondamentalement mettre en accusation. Donc nous pouvons dire que les autorités politiques du pays avaient certainement accueilli favorablement ce rapport mapping. Ils ont même souhaité qu'on puisse donc réparer des préjudices donc subis par les victimes. Mais elles ne sont jamais arrivées à traduire personne en justice. C'est ce qu'on a appelé l'impunité notoire. Donc nous étions dans un régime où l'impunité était une valeur. Par conséquent, on ne pouvait traduire personne en justice. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, ces seigneurs de guerre triomphent dans les institutions congolaises. Vous allez les trouver dans le gouvernement, vous les trouverez dans la justice, vous les trouverez dans le Parlement, dans les entreprises publiques. Les criminels d'hier sont encore ici chez nous. Donc ce sont ces criminels qu'il faudra finalement mettre en accusation lorsque nous parlerons justement du tribunal international pour les Congo. Il y a finalement l'indifférence ou la complicité des institutions mondiales. Je reconnais que l'ONU aujourd'hui se rattrape, Mme Makombo va nous dire les dessous des cartes, se rattrape en disant non, il faut aller de l'avant, il faut reprendre le rapport mapping et peut-être l'appliquer en instrumentalisant ce qu'ils appellent aujourd'hui le tribunal international pour le Congo. Mais ce sont ces gens-là qui ont bloqué ce rapport il y a beaucoup d'années. Mais aujourd'hui, ils reviennent. Là, on se pose la question de savoir comment et pourquoi. Donc, je voudrais terminer ici. Je vais conclure pour respecter la norme. Donc, je voudrais dire que vous et moi, nous devons quand même nous poser certaines questions. Des questions de sens, justement, puisque nous sommes en quête de sens. Pourquoi refuse-t-on la paix au peuple congolais? Pourquoi n'arrive-t-on pas à condamner le Rwanda pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, ou même le crime du génocide sur les Hutus rwandais et les Congolais de chez nous, à l'est du pays? Pourquoi on n'arrive pas à condamner le Rwanda? Pourquoi ne voit-on pas les souffrances des Congolais, les morts atroces dont ils sont victimes, les viols massifs des femmes et des jeunes filles, des massacres des jeunes enfants, des malades? Pourquoi on ne voit pas les violations intempestives des droits humains, du droit international humanitaire et de la dignité humaine perpétrées au Rwanda par les Rwandais, par le Rwanda, par le pouvoir de Kigali,
et les responsables politiques congolais du régime passé. Pourquoi? Pourquoi on n'interpelle pas ces gens? Je me pose cette question. Pourquoi alors y a-t-il maintenant un engouement autour du rapport mapping? Pourquoi? Je me pose toujours ces questions-là. Pourquoi les politiciens congolais véreux et en perte de vitesse s'activent-ils sur les marches pour soutenir et exiger l'application du rapport mapping? Je voudrais avoir cette réponse. Pourquoi l'Union européenne et d'autres instances de l'ONU parlent-elles aujourd'hui avec détermination de la justice, du tribunal international pour la RDC? Pourquoi Minembwe aujourd'hui érigée en commune rurale? Pourquoi? Pourquoi? Alors pourquoi l'impunité? Je voudrais répondre à toute cette série de questions que je ramène justement à une seule question que je tire de Leibniz, c'est un philosophe anglais. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Donc, pour ma part, en reproduisant cette question de Leibniz, je voudrais dire que nous ne sommes pas dans la prospective. Nous sommes en pleine réalité historique. Et face à cette réalité historique, nous devons avoir ce que j'ai appelé l'inconditionnel devoir de faire usage de tous les moyens nécessaires qui sont mis à notre disposition pour faire échec à tous les projets de balkanisation et de déstabilisation de notre pays. D'engager la justice nationale en cours de la réforme, évidemment, et la justice internationale pour faire juger et condamner les seigneurs de guerre congolais qui entretiennent des groupes armés à l'est du pays et le pouvoir de Kigali. Nous devons mener ces actions. Nous devons entreprendre des actions de grande envergure auprès de l'ONU et du Conseil de sécurité, même auprès de l'Union africaine, dont la présidence nous reviendra dans quelques mois. Mais, pour ma part, il faut commencer déjà par réaliser un véritable consensus politique. Consensus politique au niveau des dirigeants de notre pays, au niveau des formations politiques et au niveau du corps politique, c'est-à-dire la base ou le peuple. Vous allez constater que nos politiciens ne sont pas capables de s'élever, d'être des hommes d'État qui ont le souci de leur pays, qui prennent la responsabilité historique pour pouvoir sauver et le pays et le peuple congolais. Donc, je voudrais maintenant proposer que les intellectuels et les scientifiques puissent agir, puissent prendre le devant, puissent s'y mêler et puissent prendre leur place qu'elles ont laissée longtemps possible aux médiocres qui dirigent notre pays, qui sont dans les institutions aujourd'hui. Donc j'invite les intellectuels qui sont dans cette salle de prendre conscience, de reprendre leur place et se mettre au travail pour sauver notre pays et notre peuple. Je vous remercie. Congo,